It was like any other night when we went to meet his house. Johnny cooked a tasty dinner. Bonjour à tous. Le commerce est un monde qui évolue constamment et une enseigne se doit de suivre le mouvement sous peine d'aller droit dans le mur. Alors on pense évidemment au changement de concept, mais le contrat lui non plus n'est pas immuable et c'est là parfois que le bas me laisse. Alain Cohen-Boulakia, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, cofondateur du cabinet Juripol et également expert auprès du Collège des experts de la Fédération française de la franchise. Alors pour vous, est-ce que c'est normal qu'un contrat soit amené à évoluer? Alors, un contrat, il n'est pas naturellement amené à évoluer. Il n'est pas amené naturellement à évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand principe en droit français, c'est le principe du consensualisme. C'est-à-dire que un contrat, c'est la rencontre de la volonté de deux parties, c'est le consentement des deux parties. Donc, ce que les parties ont fait, il n'y a que les parties qui peuvent le défaire, et les deux parties qui peuvent le défaire. Donc, une partie ne peut pas imposer à l'autre une modification du contrat, concrètement. Concrètement, un franchiseur ne peut pas venir dire « Bon, écoutez, maintenant, ça ne va plus fonctionner comme ça, on ne va plus, par exemple, avoir une liberté d'approvisionnement, maintenant, on va exiger une exclusivité d'approvisionnement, par exemple. Et donc, vous êtes obligé d'accepter. » Non, le franchisé n'est pas obligé d'accepter, puisqu'il a signé un contrat qui s'inscrit dans la durée, et que ce contrat prévoit une liberté d'approvisionnement. Donc ça n'est pas possible. Alors donc, le contrat, lui, il ne peut évoluer qu'avec l'accord des deux parties. Alors d'une manière générale, est-ce que tous les points d'un contrat peuvent être amenés à évoluer ou est-ce qu'il y en a qui doivent rester immuables? Tout est immuable. Tout est intangible. Et encore une fois, pour le changer, il faut la volonté des deux. Disons, avec l'accord des parties, alors, est-ce que tous les points peuvent être... Avec l'accord des parties, tout peut être changé. Tout peut être changé. Avec l'accord des parties, le contrat peut même être résilié. On peut très bien imaginer que les parties ont signé un contrat de franchise d'une durée de 5 ans, et au bout de la 2e année, elles se mettent d'accord pour résilier ce contrat et signer un nouveau contrat. Donc, à partir de là, tout peut être changé, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Est-ce que c'est une pratique courante dans les réseaux, justement, d'évoluer en termes de contrat? Alors, disons que c'est une pratique courante dans les réseaux que des évolutions soient nécessaires. Il est évident qu'un contrat de franchise, il s'inscrit dans la durée, mais le marché évolue, la concurrence évolue, le réseau lui-même évolue. Donc, il est quelquefois nécessaire de revoir les choses. Mais comme je viens de vous le dire, c'est pas facile, puisqu'il faut effectivement que les volontés se rencontrent, que les consentements se rencontrent. Donc, c'est fréquent et c'est pas facile à mettre en place. Alors, est-ce que c'est source de conflits parfois, justement, dans les réseaux? Non, c'est pas source véritablement de conflit. C'est source de discussion. Et il faut bien voir une chose, c'est que franchiseurs et franchisés ont un intérêt commun. C'est la réussite du réseau, c'est la réussite de leur entreprise, aussi bien l'entreprise du franchiseur que l'entreprise du franchisé. Et il est donc évident que si les choses doivent évoluer parce que l'état de la concurrence fait que ça doit évoluer, parce que l'état du marché fait que ça doit évoluer, obligatoirement, il va peut-être y avoir des discussions, il va peut-être y avoir des tensions, mais à un moment donné, il va y avoir un accord. Vous avez évoqué la question de l'approvisionnement qui peut, par exemple, être un des objets qui peut changer. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres choses qui peuvent être amenées à évoluer? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Des exemples concrets, il y en a plein. Mais vous avez quelque chose qui souvent est l'objet de discussion, c'est le territoire. Le territoire qui a été accordé à un franchisé, par exemple. Ce territoire qui est accordé à un franchisé s'avère peut-être trop large ou au contraire pas assez large. Et donc, on va essayer de renégocier l'assiette de ce territoire. Mais encore une fois, sans aucune obligation de parvenir à un nouvel accord. Alors, on va parler du cas le plus marquant, on va dire, c'est celui de la nature même du contrat, que ce soit de la franchise ou de la licence de marque. Est-ce que, par exemple, un franchiseur peut, au bout d'un moment, en cours de contrat, se dire finalement, j'ai pas les reins assez solides pour être franchiseur, j'ai pas l'étoffe d'un franchiseur, je me sens plutôt capable de faire de la licence de marque, de faire du partenariat. Est-ce que ça, c'est possible de le changer? Alors, si vous me permettez, quand même, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Ça veut dire que... C'est mauvais signe. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un échec. Car normalement,
Si un franchiseur est sérieux, il doit quand même avoir vérifié avant de commencer à avoir des franchisés s'il est capable d'être franchiseur. Donc c'est quand même le constat d'un échec au départ. C'est le constat d'un échec, mais il est possible effectivement que là encore les parties arrivent à s'accorder, c'est-à-dire à résilier le contrat de franchise pour signer un nouveau contrat qui soit par exemple un contrat de licence de marque avec des services en moins, mais aussi avec un coût moins important, etc., etc., si bien que finalement, tout le monde va s'y retrouver. C'est tout à fait possible. Mais c'est quand même le constat d'un échec. Alors, vous savez, si vous me permettez, l'inverse. C'est-à-dire le cas de quelqu'un qui a signé un contrat de licence de marque parce que la tête de réseau voulait quand même expérimenter le savoir-faire, etc., etc., etc. Vérifier s'il était capable d'animer le réseau. Et puis elle pensait peut-être que son savoir-faire n'était pas suffisamment affirmé pour faire signer des contrats de franchise. Donc elle fait signer au départ des contrats de licence de marque, et puis au bout du 10e ou du 12e licencié, elle s'aperçoit quand même qu'elle a maintenant un savoir-faire éprouvé, qu'elle est capable de fournir une assistance certaine, etc., etc. Et donc elle va faire rentrer dans le réseau des franchisés. Et à un moment donné, on va donc avoir dans le même réseau, d'une part des franchisés, et d'autre part les premiers, les pionniers, si j'ose dire, des licenciés de marque. Et la tête de réseau va peut-être vouloir, dans un souci d'uniformité tout à fait louable, faire signer au premier un contrat de franchise. Et là, effectivement, va peut-être se poser le problème, non pas de la signature de ce contrat de franchise, mais peut-être du montant des redevances ou autre, etc., etc. L'idée étant de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà. Mais là, encore, il faudra l'accord de toutes les parties. Est-ce que ça peut poser des problèmes justement au sein du réseau entre les nouveaux, les anciens? Non, des problèmes, ça n'en pose pas parce que tout le monde le comprend. Mais c'est quelque chose qui existe dans les réseaux. Mais tout le monde peut facilement comprendre effectivement qu'on doit arriver à une uniformité du réseau. Mais il est évident que si ça a des conséquences financières pour les pionniers, entre guillemets, qui ont signé au départ une licence de marque, là, peut-être qu'ils accepteront de signer un contrat de franchise, mais à condition qu'on ne modifie pas le montant des redevances. Est-ce que les nouveaux qui payent plus cher parce qu'ils payent pour un contrat de franchise, que les anciens qui au départ sont rentrés en tant que licenciés de marque acceptent finalement pour le même savoir-faire de payer plus cher que les autres? C'est une difficulté, mais encore une fois, toute une question de pédagogie. Et puis il faut raisonner chaque fois au cas par cas. Et puis, il faut, de la part du franchiseur, qu'il y ait des explications très claires à tous les niveaux. Mais c'est quelque chose qui existe, et qui existe plus fréquemment, c'est une situation qui existe, à mon sens, plus fréquemment que la première situation que vous mettiez en avant, et c'est plus sain quand même comme situation. Alors même si elle est plus rare, on va quand même en parler justement de cette première situation. Finalement, quand un franchiseur se rend compte donc voilà qu'il n'est pas fait pour la franchise, est-ce que le franchisé peut se retourner contre lui en disant bon, vous m'avez vendu un savoir-faire, vous m'avez vendu un accompagnement que j'aurais dû avoir dans la franchise, finalement en proposant de la licence de marque, vous reconnaissez que vous n'êtes pas capable d'en faire, est-ce qu'il peut aller devant les tribunaux pour remettre en cause le contrat? Alors il est évident que oui, quand bien même il ne proposerait pas de licence de marque. Un franchiseur qui promet quelque chose qu'il n'est pas capable de tenir, il va peut-être générer du contentieux. Et effectivement, le franchisé va pouvoir saisir les tribunaux pour demander la résiliation du contrat, par exemple pour une absence de savoir-faire ou une inexécution du contrat qui peut revêtir plusieurs formes. Et le fait que le franchiseur ait proposé une licence de marque à la place de la franchise, c'est quelque part le constat. Faire avouer son échec. Avouer peut-être son échec, mais c'est aussi faire montre aussi quand même d'une certaine bonne foi dans l'aveu de cet échec quand même. Alors le franchisé est en droit de refuser, justement, comme vous le disiez, il peut refuser, il n'y a aucun souci. Mais ça c'est durant le terme du contrat, imaginons qu'il a signé un contrat, disons, de 5 ans. Au terme de ce contrat, le franchiseur décide de passer à la licence de marque. Donc, ils doivent renégocier un nouveau contrat. Est-ce qu'il peut refuser et demander à ce que ça reste de la franchise? Parce que finalement, il a payé au départ, il a investi pour une enseigne qui était franchiseur. Il avait déjà versé un droit d'entrée, il avait payé des redevances. Il s'est créé une clientèle sur cette enseigne. Finalement, si on lui dit c'est de la licence de marque, quelque part, il est un peu obligé de continuer à accepter les bons vouloirs du franchiseur. Alors que nous soyons bien d'accord. Nous sommes là dans une situation complètement différente. C'est-à-dire, un contrat a été signé,
ce contrat a été exécuté et ce contrat arrive à terme. Dès lors que ce contrat arrive à terme, ça signifie qu'il n'y a plus de contrat. Donc, dès lors qu'il n'y a plus de contrat, il faut à nouveau qu'il y ait un échange de consentement pour signer un nouveau contrat. Donc, à ce niveau, ni le franchisé ni le franchiseur ne sont tenus de signer ce contrat. Quelque part, le franchisé est un petit peu pris au piège. Il n'est pas obligatoirement pris au piège, puisque lui-même n'a pas reçu de promesse. Par contre, effectivement, si dans le cadre de la négociation, il y a une mauvaise foi de la part du franchiseur, ça peut donner lieu à dommages et intérêts. Mais il n'y avait pas d'autre promesse que la promesse de signer un contrat, d'exécuter ce contrat, et que ce contrat arrive à terme. Donc l'ancien franchisé ne peut pas demander des dommages et intérêts parce que le contrat a changé à l'issue. Non, mais le contrat ne change pas. Le contrat parce change que pas. le franchiseur a décidé de faire de la licence de marque au terme du contrat. Au terme du contrat. Non, mais c'est très important. Le contrat ne change pas. Le contrat, il a été exécuté, il n'a pas changé durant l'exécution du contrat. Le contrat est arrivé à terme et on passe à autre chose. Et donc, dès lors que ça se fait de toute bonne foi, encore une fois, tout dépend des circonstances. Hein. Il faut toujours, il y a des circonstances qui peuvent peut-être amener à avoir une opinion différente. Je vais vous donner un exemple. Admettons qu'un franchiseur exige de la part de son franchisé, quelques mois ou un an avant la fin du contrat, des nouveaux agencements, des investissements importants de la part du franchisé, et puis qu'au terme du contrat, on vienne dire au franchisé, mais maintenant la franchise, il n'y en a plus, ça n'existe plus, et on va plus faire ça, et on va faire autre chose. Bon, là, ça peut effectivement poser des difficultés, parce que vous avez non pas une inexécution d'un contrat, puisque le contrat est arrivé à son terme, mais vous avez une mauvaise foi qui s'est manifestée, et ce caractère déloyal peut donner lieu effectivement à sanction. Donc c'est pas parce qu'on s'est engagé dans une franchise au tout départ sur un contrat d'une certaine durée que les contrats futurs qu'on sera amené à signer suivront forcément toujours la même logique et que le franchiseur sera obligé de rester dans cette lignée. Il y a deux grands principes. Le premier principe, c'est qu'il n'y a pas d'engagement perpétuel. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas exiger de votre franchisé, quand vous êtes franchiseur, qui s'engage perpétuellement à rester votre franchisé, et un franchisé ne peut pas exiger d'un franchiseur un engagement perpétuel de rester son franchiseur. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est qu'un contrat doit s'exécuter de bonne foi. Donc il est évident que si quelque part on peut déceler une mauvaise foi de la part du franchiseur, qui ne va pas dire la vérité, ou qui va quelque part tromper son franchisé, alors là, effectivement, il pourra y avoir dommages et intérêts. Mais si les choses se sont passées normalement, si le contrat a été exécuté normalement et qu'arrivé à son terme, on dit bon, maintenant c'est fini, on ne renouvellera pas ce contrat, c'est la loi du genre, si j'ose dire. Ce sera le mot de la conclusion. Alain Cohen-Mollakia, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. It was like any other night when we went to Mia's house. Johnny cooked a tasty dinner.